Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Blanquette, je suis pneumologue, réanimateur. Actuellement, je viens de quitter une unité de soins intensifs de pneumologie pour travailler dans une réanimation polyvalente, médico-chirurgicale, pour une période de 2 ans. Et donc, je vous fais cette conférence de réanimation de DCEM 4 avec 5 dossiers. Qui sont des dossiers renouvelés par rapport à ceux de l'année dernière, 3 dossiers nouveaux et 2 dossiers avec pas mal de questions modifiées. Si j'ai fait le choix de ne pas trop changer certaines questions, c'est parce qu'il y a eu récemment 2 conférences de consensus sur méningite et sur état de mal convulsif qui en font à mon avis un dossier mixte ultra tombable que vous devez avoir dans votre banque et que j'aimerais bien vous réexpliquer à nouveau. Donc on va commencer tout de suite par notre premier dossier qui est donc l'histoire d'une femme de 35 ans, admise en réanimation suite à une inhalation massive pour une induction anesthésique. Et en fait, elle était au bloc pour une reprise de bypass digestif, donc une chirurgie de l'obésité, au 5e jour. L'objectif étant de drainer une collection périsplédique dans un contexte fébrile depuis 24 heures. C'est une femme jeune, hein, elle a 2 enfants, elle est mariée, elle n'a pas d'antécédent en dehors de son obésité assez importante, elle doit peser 115 kg pour 1m75. Un beau bébé quoi. À son arrivée, donc elle est intubée, ventilée par l'anesthésiste. Elle est sédatée mais réactive lors des soins alors qu'elle est sous midazolam sufentanil. La tension au brassard est à 125/61, le pouls est à 110. Elle n'est pas marbrée. Elle a une auscultation symétrique avec une diminution du murmure vésiculaire aux 2 bases. Il y a 2 voies d'abord veineuses qui sont propres au membre supérieur. L'abdomen est d'examen difficile compte tenu de l'obésité et des cicatrices de cœlioscopie. La température est à 39,2. Elle est ventilée en ventilation assistée contrôlée en FiO2 90%. Le pH est à 7,45, la PO2 à 56, la PCO2 à 31, la saturation à 89%. Les lactates sont à 1,2. Natrémie 141, kaliémie 3,5, chlorure 104, urée 5,1, créate 51, protidémie 69. Les globules blancs sont à 28 000, essentiellement des polynucléaires neutrophiles pour 20 000. Hémoglobine 12 grammes, plaquettes 421 000, pas de trouble de l'hémostase. 3 hémocultures viennent d'être prélevées, enfin 3 couples. Et le traitement en cours, c'est l'Ovenox 40 mg, midazolam sufentanil, une perte de glucosé et une nutrition parentérale sur les voies veineuses périphériques décrites. Quel examen simple manque-t-il? Tout simplement une radiographie de thorax au lit. C'est une question qui peut vous paraître complètement conne, mais qui coûte 4 points dans ma grille. Une patiente qui est intubée, ventilée, notamment après une intubation difficile ou une inhalation au bloc, il faut une radio de thorax pour savoir où est la sonde gastrique, savoir s'il y a des épanchements pleuraux dans le cas du sepsis et réfléchir sur le diagnostic et éventuellement guider des prélèvements. Quelle antibiothérapie proposez-vous? Justifiez. Il faut une antibiothérapie qui va être active sur les germes digestifs car elle a une collection intra-abdominale et une inhalation. C'est une antibiothérapie qui va devoir être une antibiothérapie nosocomiale puisqu'on est au 5e jour d'hospitalisation et donc qui va devoir être double, synergique et active sur Pseudomonas. C'est une antibiothérapie empirique qu'on va débuter sans attendre puisqu'elle a un sepsis abdominal et une infection grave, idéalement adaptée à des prélèvements dont on pourrait espérer qu'ils soient positifs. Ces prélèvements peuvent être de 2 ordres, respiratoires et éventuellement des prélèvements de bloc opératoire, en sachant que l'état respiratoire de la patiente semble contre-indiquer une reprise. Donc pour le moment, on peut proposer piperacilline tazobactam, c'est-à-dire la tazocilline, quelque chose qui marche sur le Pseudomonas, avec un aminoside pour avoir une association synergique sur ce germe-là. Ça, c'est un excellent germe un excellent antibiotique qui couvre les anaérobies, et la piperacilline tazobactam est un très bon germe, un très bon antibiotique, ça fait 2 fois que je la fais, un très bon antibiotique sur les entérobactéries, donc les germes du tube digestif. La vancomycine, elle n'est pas systématique, il faut tenir compte de l'écologie du service, et s'il n'y a pas de prélèvement positif à staphylocoque, il n'y a pas vraiment de raison de commencer un traitement par vancomycine, mais ça, l'attitude ne serait pas consensuelle. Question difficile. Vous récupérez la radio de thorax, donc il y a clairement une opacité alvéolaire avec une condensation de tout le lobe inférieur droit, du lobe moyen et peut-être un peu du lobe supérieur gauche, peut-être un peu d'épanchement pleural, droit, peut-être un peu d'épanchement pleural puisqu'on ne voit plus très bien le cul-de-sac pleural.
Et à gauche, il y a peut-être un petit flou cotonneux. Bref, s'agit-il d'un SDRA? Bah oui, il s'agit d'un SDRA. Pourquoi? Bah la dame est en détresse respiratoire, évidemment, elle a dû être intubée et ventilée. Elle a un mécanisme alvéolaire que la radio vient vous montrer. Un critère de gravité, puisqu'elle est ventilée en 90% de FiO2, elle a à peu près 55 de PO2, ça fait quasiment 55 divisé par 1, ça doit lui faire un rapport à 60-65. Donc on est largement en dessous du 200, et à aucun moment, on peut évoquer chez cette patiente un OAP. Hein. Si on lui faisait un cathéter de Swan-Ganz, sa papo mesurait, c'est-à-dire la pression artérielle d'occlusion ici, celle qui s'équilibre dans le système et qui a un reflet de la pression dans l'oreillette gauche et donc de la capacité d'éjection par le ventricule gauche du sang dans l'aorte ne serait pas élevée. Donc oui, la dame est actuellement en SDRA. Elle est intubée ventilée pour une détresse respiratoire. C'est un mécanisme alvéolaire grave sur le rapport PaO2 sanguin mesuré sur la FiO2 administrée sur le respirateur. Et il n'y a pas d'argument pour penser que cette dame est une insuffisance ventriculaire gauche. Tout ça est une inhalation, c'est un syndrome de Mendelssohn. Rappelez la nature des drogues sédatives reçues par cette patiente. Eh bien, le midazolam est une benzodiazépine à visée sédative et le sulfentanyl est un opioïde fort morphinomimétique de palier 3, j'aurais pu vous le marquer, qui est ici donné à visée antalgique. C'est pour but de créer une anesthésie générale et tolérer la ventilation mécanique. Justement, parlons-en. La dame est donc ventilée, vous voyez, c'est la photo de son respirateur. C'est une ventilation d'adulte en ventilation assistée contrôlée. Vous essayez d'optimiser la ventilation de la patiente, elle est désadaptée du respirateur et les pressions d'insufflation sont trop élevées. Quel traitement proposez-vous? Donc on a une dame qui a un SDRA d'origine pulmonaire et infectieuse, puisqu'elle a un Mendelssohn. Assez grave avec un rapport PF à 90 et qui ne se laisse pas ventiler par le respirateur malgré une sédation importante. Ce qu'on peut proposer, c'est de curariser la patiente le temps d'améliorer les séchances gazeuses par le traitement antibiotique. Toujours au niveau de son respirateur, à quelle pression, au pluriel, correspondent, je vais me corriger, à quelle pression correspondent les points A et B. Donc A, c'est là, et B, c'est là. Rappelez pour chacun d'entre eux le temps du cycle respiratoire pendant lequel ces pressions sont mesurées. Et bien, c'est pas compliqué. Ça, c'est une courbe pression temps. Et donc, il y a un temps inspiratoire, clac, qui coupe, avec une montée du système en pression, une pression de pic qui est notre pression A, un équilibre avec une pression de plateau, et puis le temps inspiratoire commence. Et on a l'expiration. Le cycle suivant, le débit inspiratoire, la pression de pic, l'équilibre à la pression de plateau, et ça coupe. Et là, on rentre sur le temps expiratoire. Donc, je vous le refais. Ça, c'est le temps inspiratoire. Là, c'est le temps expiratoire. Inspiration. Tac. Expiration. Inspiration. A est ici. B est ici. Donc A est une pression inspiratoire, c'est ce qu'on appelle la pression de pic. Et B est une pression expiratoire, c'est ce qu'on appelle la PEP, la pression expiratoire positive. Vous rencontrez la famille à qui vous demandez quelles peuvent être les complications, quelles peuvent être les complications respiratoires suite à cette inhalation. Que répondez-vous? Eh bien, il
Il y a les complications en rapport avec la RDS de la patiente. Il faut rappeler que la RDS, ça peut être 50% de décès, que la détresse respiratoire aiguë de l'adulte peut s'accompagner d'un syndrome de défaillance multiviscérale, et qu'il existe, mais c'est pas fréquent, parce que normalement, quand les patients survivent, ils ont une restitution presque ad intégrum de la fonction respiratoire, des séquelles fibrosantes, parfois même des petites bronchiolites à distance de la RDS. Mais pour le moment, il faut plutôt insister sur la capacité à mourir ou avoir une défaillance polyviscérale et voir la dame dialysée avec de l'adrénaline, etc., etc. Et puis il y a toutes les complications de la réanimation qu'il faut impérativement évoquer avec la famille d'emblée pour qu'ils comprennent que les techniques supportives qui permettent de maintenir la vie sont aussi des techniques extrêmement agressives qui peuvent aussi avoir des tas d'effets secondaires. Elle peut avoir donc la pneumonie acquise sous ventilation mécanique, le pneumothorax sous ventilation mécanique, pour ça que ces pressions dont on parlait tout à l'heure, pression de pic, pression de plateau, qui est un des objectifs majeurs de la ventilation dite protective en réanimation, notamment sur le SDRA. Ce sont des pressions qui sont vraiment à mesurer. Elle peut avoir une plaie trachéale sur l'intubation, une sténose trachéale post-intubation, et puis après, comme on vient de la curariser, elle peut avoir une tétraparésie de réanimation. Les patients qui sont curarisés longtemps, à l'IT, parfois ont une neuropathie ou une neuromyopathie de réanimation induite par les curares et parfois les corticoïdes qu'on fait dans le SDRA, très importante, et qui met pas mal de temps à régresser, mais qui régresse. Quel est l'intérêt de la PEP dans le SDRA? Eh bien, l'intérêt de la PEP, il est double. Il est de faire du recrutement alvéolaire. C'est le principe du ballon qu'on va gonfler et surgonfler. Quand vous avez un ballon vide, vous allez d'abord devoir exercer un fort niveau de pression pour atteindre un premier gonflement, puis facilement le gonfler en volume. Et puis après, pour passer à un survolume, vous allez devoir générer de la pression. Et ça vous donne une courbe comme ça, avec 2 points d'inflexion. C'est ce qu'on appelle une courbe débit-volume. Et donc, l'intérêt de la PEP, c'est de recruter, c'est à passer de ça à ça, parce que là, c'est le temps, on va dire, inspiratoire, et puis après, il y a le temps expiratoire. L'intérêt de la PEP, c'est de permettre du recrutement alvéolaire, et puis après, quand le ballon se dégonfle, notamment quand le ballon se dégonfle, de faire en sorte qu'il ne se dégonfle pas sur un équilibre tout raplat, de revenir ici. L'intérêt de la PEP, c'est laisser le poumon dans un équilibre statique entre ici et ici. Donc, 1, ça recrute du territoire alvéolaire. 2, ça limite les cisaillements alvéolaires et les risques de fibrose post-RDS. Mais que se passe-t-il au 4e jour? Vous récupérez la radio de thorax suivante, interprétez-la. Je vais vous le faire en live, je dois encore en être capable. Donc, on a une patiente avec une sonde d'intubation qui paraît en place, puisque la carène est ici, donc il n'y a pas d'intubation sélective, heureusement. Un cathéter interne qui descend pas très bas, puisqu'il s'arrête ici, alors que l'oreillette droite a l'air d'être là. Donc on n'a pas un cathéter qui descend très très bas. On a ici une plèvre qui paraît libre, un parenchyme qui paraît sain. Ici, notre inhalation, donc notre foyer qu'on avait vu sur la première radio dégoûtante. Et puis, si on regarde bien quand même, ici, on a un pneumothorax. On a un pneumothorax droit, avec une hyperclarté axillaire droite, une ligne bordante, et donc un pneumothorax droit quasi complet sous ventilation mécanique. Le traitement de cette chose-là est une urgence. Et c'est un drainage pleural droit. N'oubliez jamais les côtés, ces côtés. Ça fera, je vous ai mis 2-2-2, mais on pourrait dire 8-2-2, pour mettre, c'est moins logique, mais il y aura des points pour dire le côté, et pour dire que c'est une urgence. Le pneumothorax sous ventilation mécanique doit toujours être drainé. Alors, on a parlé dans ce dossier essentiellement de SDRA. Je vous ai rappelé la définition en 4 points que vous devez connaître parce que c'est à peu près ce qu'on vous a demandé. Il faut toujours traiter la cause et je vous rappelle que 2 tiers des causes sont infectieuses et 2 tiers des causes sont d'origine pulmonaire. Il faut savoir définir la PEP et son application. Et puis, il peut y avoir des complications de réanimation ou des complications de la ventilation, comme le pneumothorax après une pose de cathéter jugulaire, comme le pneumothorax sur une hyperpression. Voilà à peu près ce qu'on peut vous demander sur la RDS.
On a traité infection bronchopulmonaire de l'adulte, détresse respiratoire, infection nosocomiale, pneumothorax.